Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, heu, si je reviens aujourd'hui, c'est pour parler, aussi bien, de la Palestine que de l'histoire, mais, de ce que nous voyons en fait, devant nous, et depuis très longtemps d'ailleurs et hem et par rapport à la lâcheté de beaucoup de politiciens, qui ont un petit peu les mains moites pour être catégorique par rapport au massacre qui se passe et au génocide qui se passe des Palestiniens. Alors pour nous remémorer et ne pas falsifier l'histoire, pour ceux et celles qui savent que j'ai écrit un livre il y a quelques années, que j'ai mis gratuitement, à disposition à disposition à lecture en ligne concernant l'AMUS droit de réponse. Je voulais donc, vous partager, heu le tome 2, en fait, une partie du tome 2, qui parle de l'histoire, notamment de l'histoire juive, mais de l'Europe et de la Méditerranée. D'un pan de l'histoire qui est très méconnu, voire, complètement tu et qui serait très important justement de revisiter et de revoir en profondeur. Parce que finalement, on sait très bien que ceux qui écrivent l'histoire font toujours en sorte, de taire la réalité historique et de mettre en lumière qu'un pan de l'histoire pour, toujours, dominer sur la pensée actuelle et la politique, contemporaine. Et donc il est très important, bien avant qu'on nous con que l'on nous traiterait, de pseudo-complotistes, d'avoir des arguments tangibles, face à ce que je vais, donner, comme source. Et oui, on est en mesure de se poser beaucoup de questions sur cette histoire juive, d'Europe, mais comme cette histoire aussi, juive, en Méditerranée, notamment, par rapport, à l'Algérie, hein, pour ceux qui savent que je suis une franco-algérienne. Et donc j'allais donc, en lecture, heu, vous partager, déjà en ces temps, à Éric Zemmour, mais par rapport aussi à l'histoire de France et par rapport à l'Algérie, mais vous verrez que ça va beaucoup résonner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je ne vais pas non plus, m'attarder à vous lire, à vous lire, les documents, qui se trouvent, comment dire? Aux archives, mais je pourrais déjà vous partager quelques, je pourrais vous partager quelques extraits, je dirais, parce que ça risque un peu d'être long, mais il faudrait être, aussi très curieux pour comprendre le pourquoi du comment. Alors nous sommes, je vais prendre à la volée, le 28 février 1827. Vous avez le baron de Damas, ministre des Affaires étrangères, qui écrit à Hussein Bey d'Alger, à Paris, le 28 février 1827. Très illustre et magnifique Seigneur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite le 26 août. Je l'ai lue avec attention et je vais y répondre. Vous demandez que le gouvernement du roi, mon maître, oblige le sieur Nicolas Pléville à rendre compte des créances qu'il a reçues du Trésor de France en qualité de mandataire de Jacob Bacri et qui vous appartiennent comme cessionnaire de ce dernier. Un tel soin ne peut ni ne doit regarder le gouvernement du roi. La seule obligation qu'il avait à remplir était de remettre au sieur Pléville, dans la proportion, un instant, parce que j'ai, dans la proportion que je vous lise, je ne dise pas n'importe quoi, du texte. Voilà, dans la proportion et aux épiques indiquées par la transaction du 28 octobre. Transaction du 28 octobre 1819.
à laquelle vous avez donné votre assentiment, les sommes que la France avait reconnu devoir à Jacob Bakri. Cette clause a été fidèlement accomplie et les créances de Bakri ont été délivrées à son fondé de pouvoir. Mais au terme même de la transaction, le Trésor royal a dû retenir le montant des oppositions légalement formées par les créanciers Bakri jusqu'à ce que le sieur Pléville ait obtenu à l'amiable ou devant les tribunaux la main levée de ces oppositions. Cette dernière somme existe effectivement en dépôt dans la caisse générale établie à Paris et le gouvernement du roi ne pourra la délivrer qu'après que les oppositions dont elle est frappée n'existeront plus. Or, il ne pourrait intervenir lui-même pour en faire opérer la main levée sans violer les droits des opposants. La transaction de 1819 même et les principes de législation consacrés en France, car il s'agit ici de litiges privés, de débats judiciaires dont les tribunaux seuls ont à connaître. Ce n'est qu'en ce sens, très illustre et magnifique Seigneur, que le consul général de France a pu vous donner des explications. Il ne saurait avoir eu pour but de vous tromper, car le langage qu'il vous a tenu était conforme à la vérité et aux instructions que je lui avais adressées. J'espère au surplus que ces nouvelles observations, en vous démontrant l'exactitude avec laquelle le gouvernement du roi a rempli ses engagements, vous convaincront également que la somme déposée au Trésor royal ne saurait être délivrée qu'après que les oppositions dont elle est l'objet auront été levées. Quant au fonds que, selon vous, le consul du roi aurait touché, ce reproche ne saurait être exact puisque les sommes payées par le Trésor de France pour se libérer envers Jacob Bakri ne l'ont été qu'au sieur Pléville. J'aurais peine à m'expliquer vos plaintes contre M. Deval si je ne croyais pouvoir en attribuer la cause à qui? La cause est suggestion mensongère de quelques ennemis. Les princes, vous le savez, sont souvent plus exposés que les autres hommes à être trompés par les discours fallacieux de la malveillance et de la calomnie. Le roi, mon maître, attachera toujours beaucoup de prix à cultiver avec vous et avec la régence, dont le gouvernement repose en vos mains, des relations de paix et d'amitié. Il ne balancerait point à rappeler le consul auquel il a confié le soin de les entretenir, si sa conduite était un obstacle à leur durée. Mais Sa Majesté répugne à croire aux inculpations dirigées contre un agent dont elle apprécie la prudence et le dévouement. Elle n'a donc pu qu'être blessée de la menace que vous lui avez faite de le renvoyer en France s'il n'était rappelé. Un instant. Un procédé si peu amical n'a pu d'ailleurs que confirmer le roi dans l'opinion où il était déjà, que vos dispositions envers la France avaient cessé d'être aussi satisfaisantes qu'il était en droit de l'attendre de ses propres témoignages de bienveillance envers vous et la régence d'Alger. En effet, des navires français ont été insultés et pillés par vos armements, et la France n'a point encore obtenu satisfaction de ces outrages. Vous avez pris envers elle l'engagement solennel de respecter la navigation des sujets du pape. Et malgré cette promesse, des bâtiments romains ont été capturés par vos corsaires. Et lorsque le roi vous a fait porter par le commandant d'un de ses vaisseaux et par son consul général à Alger des plaintes sur cette conduite, vous avez refusé de rendre les navires capturés. Vous avez prétendu n'être lié par aucun engagement avec le Saint-Siège, parce qu'il n'existe pas, dites-vous, un traité de paix entre vous et ce gouvernement, comme si la promesse solennelle précédemment émanée de vous ne comportait pas en elle-même le caractère formel et les obligations d'un traité. Vous demandez enfin que la France envoie négocier cette paix à Alger, et la première condition du traité doit être, selon vous, le paiement d'un tribut par le Saint-Siège. Le roi se persuade encore que vous renoncerez à des prétentions si peu légitimes et qu'écoutant à la fois les conseils de la justice et la voix de l'amitié, vous vous empresserez de faire droit aux griefs qui vous ont été exposés. C'était en 1827. Alors, ce que je dis, d'après des recherches, certains affirment que la France aurait remis de l'argent à M. Joseph Bakri à hauteur de 7 millions de francs pour honorer partiellement la dette. Ce que nous ne vîmes jamais. Quant au Dey, il n'avait guère le loisir de s'occuper des affaires de l'Est, car le 30 avril 1827, recevant à la Casbah, à l'occasion de la fête de la fin du Ramadan, le consul de France Deval, il avait eu avec lui une violente querelle, et plein de fureur, l'avait chassé de sa présence en le frappant à la main de l'éventail qu'il tenait. Le règlement de la fameuse
créances de Bakri, cessionnaire plus ou moins réel des droits de la Régence, ayant pour origine des prêts d'argent et de grains consentis au Directoire, étant la cause de dissentiments toujours renouvelés entre la Régence et la France. Le chiffre avait enfin été fixé à 7 millions, mais en dépit des efforts du Dey, 5 500 000 francs avaient été versés à Bakri et il restait 1 500 000 frappés de séquestre. Or, les droits de Bakri étaient peu établis et facilement contradictoires. À ce grief se joignit une question de piraterie au préjudice d'un bateau navigant sous pavillon français. Selon M. Deval, le Dey se serait laissé emporter à prononcer à l'encontre de notre nation des paroles, tout ça c'est sourcé, hein. Ce que je suis en train de vous lire, je le prends à l'état brut, c'est sourcé dans des livres. Je vous donne tout. Des paroles injurieuses qu'il aurait relevées avec indignation. Mais cette conversation eut lieu en turc, et comme personne dans l'assistance ne comprenait cette langue, en dehors d'eux, on ne put en saisir le sens ni la portée. Or, le bey prétendit qu'il avait été grossièrement insulté par le consul et qu'il s'était borné à l'inviter à sortir en lui disant qu'il était trop heureux de ne pas expier plus durement sa témérité. Il s'avère que ce Bakri fut un escroc notoire dans l'histoire de la conquête de l'Algérie. Il détourna plus d'1,5 million de francs or, et comme par hasard, nous risquerions d'être montrés du doigt par les lobbies pourfendeurs de l'antisémitisme s'il nous venait à l'esprit de révéler précisément à quel genre de Français nous avions déjà affaire à cette époque. Peu importe, soyons honnêtes et ne prostituons pas l'histoire pour faire plaisir aux spécialistes de l'anachronisme. C'est bel et bien quelques juifs à des postes clés qui ont foutu la France et Dzeir dans le marasme dans lequel ils s'enlisèrent durant plus de 130 ans. Vous comprendrez mieux pourquoi l'histoire de l'Algérie, comme l'histoire de tout le XVIIIe siècle de France et des relations internationales, ne sont pas enseignées ou juste survolées dans l'école de la République. La famille dont nous pouvons trouver la descendance très aisément via le journal du Canard enchaîné pourrait nous donner de plus amples informations sur le travail d'escroquerie de leurs aïeux. Famille ayant fui l'Inquisition d'Espagne pour se réfugier en Italie, à Livourne, pour commencer et devenir des banquiers redoutables. C'est bel et bien cette famille qui cherche encore à se dédouaner de la ruine, de la guerre et du sang qu'ils ont provoqué. On n'enseigne pas non plus dans notre chère école républicaine qui contrôlait vraiment la Méditerranée en ces temps et qui était aussi au milieu de la guerre des frettes avec les bâtiments qui naviguaient pour commercer. Les Juifs de Livourne ont eu un pied à terre de partout et ont été bien accueillis, mais cela n'est pas intéressant d'informer le plus grand nombre de peur que l'opinion publique puisse mieux comprendre les prémices de l'horreur avec l'avènement du nazisme qui se mettra en place 2 siècles plus tard. Pan de l'histoire sciemment occultée, car cela mettrait à mal la chialerie éternelle de certains. Votre loi Guesso poubelle et d'usurpateur n'y fera rien. Vos lois contre l'antisémitisme ne riment à rien. Lorsque vous êtes les principaux traîtres de votre propre communauté. La vérité historique restera toujours plus forte que vos lois bricolées sur mesure pour votre seul et unique avantage des temps présents. Vous ne serez jamais dédouanés de vos responsabilités que vous devrez tôt ou tard regarder bien en face, quand bien même vous seriez juif. Juif, terme devenu un label, forme de nouvelle immunité dans la société, un nouveau joker pour museler le monde, pour éviter de vous confronter à des procès légitimes que le commun des mortels citoyens serait en mesure de réclamer pour des injustices que certains d'entre vous commettent. Les débordements avec ces lobbies juifs ne sont qu'à sens unique. Nous l'aurions bien cherché selon eux. Au menu quotidien des Français, hystérie frénétique permanente et jamais de remise en cause. Après, ils viennent à leur tour nous parler de leur pseudo-judaïté en n'étant jamais pardonneurs comme le fut Moïse. Avant de voir les faits pour lesquels certains seraient accusés, il suffirait de brandir et de déclamer « antisémite », l'anathème suprême et magique, le porte-étendard de leur terrorisme intellectuel, ayant fait le terreau de la haine montante en France depuis les années 1990-1980.
90. Leurs lobbies nous ont importé les problèmes du Moyen-Orient en France. Vous vous comportez finalement pareillement aux salafistes excommunicateurs et terroristes. Vous donnez la mort aux citoyens contestataires, une mort sociale, un harcèlement psychologique tel que vous poussez des gens au suicide. Vous êtes brillants pour vous faire passer éternellement victime, mais dites-nous, vous qui aimez tant les statistiques, combien la Première et Seconde Guerre mondiale connurent de morts et combien utiles parmi les vôtres? Je pense que toutes les autres nations ont perdu plus que vos 6 millions de martyrs. Qui sont les fomenteurs de guerre et qui va donc nous dédommager de nos morts? N'est-ce pas la véritable question que nous serions tous en mesure de nous poser? Votre confession n'y est pour rien, c'est plutôt vos comportements qui l'ont rendu malhonnête. Est-ce votre religion qui vous incite à être autant fourbe ou bien est-ce vos fourberies héritées comme tradition qui portent préjudice à votre religion, préjudice à vos religions? Qui fait donc de la taqiyya de la dissimulation ici? Qui porte plusieurs prénoms et les interchange au gré des intérêts pour mieux se dissimuler dans les pays où ils vivent? Est-ce la persécution qui vous a poussé à les dissimuler ou bien est-ce d'abord un procédé de dissimulation pour saper, tromper le monde et faire ses coups en douce? Les musulmans ont été persécutés. Cela ne les a jamais découragés d'assumer leur prénom. Surtout en réponse à M. Zemmour. Adolphe Crémieux a fait en sorte de mettre les germes d'une nation dans la nation pour créer votre hégémonie. Est-ce complotiste de ma part de le dire ou bien les écrits des rapports de l'Alliance universelle israélite ne sont pas assez clairs? Qui n'est pas transparent et qui cherche à dominer ici? Si vous ne voulez pas être stigmatisé, débarrassez-vous de vos stigmates. Et pour étayer une fois de plus mes propos, encore par des preuves tangibles, et non seulement que l'on pourrait imputer à mes appréciations propres, je vous enjoins fortement de lire les statuts de l'Alliance universelle israélite créée en 1860 par Adolphe Crémieux, homme politique français qui sera plus un lobbyiste juif pour ses coreligionnaires qu'un citoyen entier. Les textes de la commémoration du 25e anniversaire de la création de l'organisation parlent d'eux-mêmes, ce qui explique la genèse des événements que nous vivons présentement et que beaucoup palpent dans leur vie de tous les jours. On ne parlera pas non plus du fait que Crémieux fut le précurseur du judaïsme politique en France comme à l'étranger. L'entrisme dont il fera preuve avec les exemples de la Moldavie, avec le ministre Bratiano, en dit long. Retenez. Il usera de toutes ses influences au nom de l'Alliance universelle israélite pour faire virer le ministre de Moldavie de son poste. Et pourtant, les statuts de cette association étaient très clairs. Pas de politique. Il s'en félicitera et pour preuve dans quelques échanges de lettres entre lui et Émile Picot. Monsieur, après votre séjour en France qui vous a éclairé sur le sujet, sur le sentiment public, vous pourrez aussi faire connaître les vues et les principes de notre Alliance israélite universelle qui s'accordent bien avec toutes les idées de régénération et de civilisation parmi les Juifs de l'Orient. Il nous restera, monsieur, et à moi personnellement, un excellent souvenir de votre passage au milieu de nous, et c'est à vous que j'adresserai tout ce qu'il nous semblerait utile de mettre sous les yeux de son Altesse. Je n'ai pas besoin d'ajouter que nous recevons avec empressement toutes vos communications. Recevez, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués, Adolphe Crémieux. Lettre d'Adolphe Crémieux à Émile Picot. Paris, 3 août 1867. Monsieur, quand cette lettre vous parviendra, 8 à 10 jours se seront écoulés depuis votre retour à Bucarest, et son Altesse aura pesé dans sa sagesse les résolutions que lui demandent les circonstances. Depuis votre départ, les mensonges se succèdent dans les dépêches de Bucarest. J'ai sous les yeux les documents pour certains qui donnent à ces télégrammes les plus formels démentis, et ce matin encore, les journaux font connaître sous la forme hypocrite d'un soldat obéissant à sa consigne, l'assassinat d'un autre juif à Galatz. Cette affreuse dépêche prouve deux choses. La première, qu'on ne se contente pas, qu'on détient des juifs à Galatz dans les prisons. La seconde, c'est qu'on ne se contente pas de les noyer, on les fusille. Il est temps, monsieur, que ces infamies
prennent fin. Ce prince, dont les pensées sont si élevées, se laisse évidemment tromper et entourer par la flatterie et le mensonge. On lui présente des dangers imaginaires et on lui dérobe le péril certain. La Roumanie joue en ce moment un détestable rôle qui lui aura bientôt enlevé toutes les sympathies dont elle était entourée dans notre Occident. Il s'agit de l'assassinat d'un juif détenu arbitrairement sous prétexte de tentative de fuite. Ça, j'ai tout donné hein, comme data, puis on pourra toujours en rediscuter plus tard. Oui, dans notre Occident, surtout en France, Sir Moses Montefiore est, je crois, parti de Londres hier et se rend à Bucarest muni de lettres de notre gouvernement et du gouvernement anglais qui voit avec autant de douleur que de surprise la prolongation de cette persécution déplorable qui se forme d'expulsions, de noyades, de fusillades, d'entassements, de prisonniers qu'on enlève à leur travail, à leur famille. Combien de malheureux dont on aura perdu la trace et dont, soyez-en sûrs, on demandera compte au gouvernement roumain avant qu'il soit peu. Si le prince a quelque confiance en moi, et bien mieux encore s'il veut suivre ses propres inspirations, qu'il agisse en homme de cœur, en prince qui comprend tout le bien qu'il peut faire et qu'il veut faire. La destitution de Bratiano est un acte nécessaire, indispensable. Elle rendra un peu à la manière du CRIF hein, qui suit à l'autre taré de président de la République que nous avons en France, tout et rien, et qui le prend hein, un peu à la manière du CRIF. Hein, vous vous rappelez là, quand il a pris le bras voilà. Ressouvenez-vous, ayez une bonne mémoire. Si le prince a quelque confiance en moi, et bien mieux encore, s'il veut suivre ses propres inspirations, qu'il agisse en homme de cœur, en prince qui comprend tout le bien qu'il peut faire et qu'il veut faire. La destitution de Bratiano est un acte nécessaire, indispensable. Elle rendra la confiance publique, aujourd'hui perdue, à ce qui nous viendra de Bucarest. La Roumanie ne date que d'hier. Écoutez bien, le choix d'un prince étranger, cette union des deux principautés ont été particulièrement soutenus par notre France. Mais dans cette contrée, tant de choses sont à faire pour assurer un établissement si nouveau qu'il faut avant tout des mesures de concorde, non des actes de violence et de haine. Croyez-moi, monsieur, les persécutions religieuses ont fait leur temps et le prince qui, par une résolution humaine et courageuse, s'en déclarera l'ennemi, aura par cela seul conquis sa place. Il n'est pas possible, si nous n'avons pas enfin une solution à ce brigandage contre les Juifs, que nous ne fassions pas immédiatement un exposé. Un instant. De toute l'affaire que nous adresserons à l'Europe entière et à toutes les nations civilisées. Nous demanderons une intervention active qui ne saurait nous être refusée. Qu'un gouvernement barbare, en dehors de nos idées, se rendre encore coupable de faits humains, on peut se borner à gémir en attendant le jour où l'on pourra se faire écouter, mais qu'au milieu de nous, dans une contrée où toutes les libertés ont pris racine et qui fait partie de notre Europe, hein, vous entendez, on ne puisse pas arrêter et punir des forfaits renouvelés du XVe siècle. Oui, tout comme au XXIe, aujourd'hui en Palestine. C'est assurément ce qui doit soulever l'indignation publique. Vous avez jugé, monsieur, par vous-même l'opinion de ce pays. Ma lettre à son Altesse en est l'expression la plus vraie. Puisse la vérité pénétrer jusqu'au prince. Puisse une prompte décision de son autorité nous permettre d'espérer une réparation légitime qui assurera l'état des Juifs sous l'empire des lois, dont ils auront la protection à l'égal de tous les habitants de la Roumanie. C'était Adolphe Crémieux qui disait cela. Recevez, monsieur, l'expression. Et ensuite, vous avez encore Adolphe Crémieux qui écrit à Émile Picot, Trouville-sur-Mer, 20 août 1867. Je vais m'arrêter, enfin, pas m'arrêter, parce que là, je vais parler ensuite tout ce que j'ai à dire. Monsieur le télégraphe qui annonce la démission de Bratiano, c'est-à-dire que vous voyez que c'est bel et bien Adolphe Crémieux, au nom de son alliance juive, qui a fait de la pression pour faire destituer le ministre roumain Bratiano, et qui parlait donc au prince voilà, et à Bucarest. Vous entendez? Et puis, un peu plus tard, vous voyez, il y a une autre lettre d'Adolphe Crémieux qui est écrite à Émile Picot. Trouville-sur-Mer, 20 août 1867. C'est pas du lobby, hein. Le télégraphe qui annonça la démission de Bratiano me donnait une satisfaction que vous comprenez. J'ai vu depuis, avec quelque peine, la démission de tout le ministère. Je n'ai pas saisi cette solidarité. Bratiano, on l'a fait démissionner.
Et tout le ministère l'a suivi. Et c'est ça qui l'aurait lui aurait donné de la peine. Donc, le Télégraphe qui annonça la démission de Bracciano me donnait une satisfaction que vous comprenez. J'ai vu, depuis, avec quelque peine, la démission de tout le ministère. Je n'ai pas saisi cette solidarité quand la conservation du poste était, au contraire, une protestation morale contre cette triste et douloureuse page d'histoire. J'espère que le prince trouvera de bons ministres et je consulte chaque soir et chaque matin le journal avec quelque anxiété, cherchant la nouvelle d'une formation du cabinet. Quant à la question plus spéciale des Juifs, vous avez vu que depuis le jour où vous avez quitté Paris, je n'ai pas écrit une ligne dans les feuilles publiques. J'avais l'espoir que le jour de la réparation arriverait promptement. Et la réparation, c'est maintenant ce que le prince, avec un nouveau ministère, pourra facilement accorder. Donc, ensuite, voilà. On retrouve aussi, donc je dis ce que j'ai trouvé dans mes recherches, on retrouve aussi les écrits d'Ernest Desjardins, proche de l'Alliance, et d'Adolphe Crémieux. Ernest Desjardins, retenez bien ce nom, et beau-frère d'Ernest Picot, qui ira de lui-même faire son enquête pour son ami Crémieux, mais qui n'ira pas dans le sens escompté de ce dernier une fois sur place, ayant fait son cinglant constat. Je vous joins quelques extraits de pages de son livre publié en 1867, Les Juifs de Moldavie, pages 5 à 9. Que dit-il? Que dit-il? Un instant. Pour ça, hein, parce que c'est intéressant. On va mettre un peu de temps, mais bon, je vous le lis, histoire que ça aille beaucoup plus vite. Donc, ce sont des pages Juifs de Moldavie, donc de la page 5 à 9. Alors, que dit Ernest Desjardins? Donc, c'est le beau-frère d'Émile Picot, c'est son beau-frère, et c'est un ami à Adolphe Crémieux et qui fait partie aussi de l'Alliance. D'accord? Juifs de Moldavie. Après avoir lu les journaux de l'Occident, je me suis persuadé qu'il était utile de faire connaître la question ignorée des Juifs de la Moldavie, l'opinion publique ayant été émue récemment de la circulaire maladroite d'un ministre et de l'exécution désastreuse qui en a été la suite. Je me suis renseigné moi-même en parcourant les districts de la Moldavie, en séjournant à Jassy, vivant au milieu des populations israélites et roumaines, interrogeant chacun, examinant tout, visitant les écoles, les hôpitaux et les maisons particulières depuis Ibrahila, Galat et Ismaïl, sur le Danube jusqu'aux confins de la Bucovite, de Kagoul, de Huch, de Boluchani, de Doroce, de Folticeni, de Piatra, de Roman, de Vaslui, de Berlad, de Tekucht, de Rimini, de Buceo. Je ne parle pas de Bucarest où j'ai séjourné 6 semaines. Je n'ai donc rien négligé pour être parfaitement instruit de la situation. Présente des Juifs dans ce pays et de l'avenir qui leur est réservé. Je dois dire d'abord que les Israélites de France et d'Allemagne, presque entièrement confondus chez nous avec les populations au sein desquelles ils vivent, vous entendez, nous étions en 1867, hein, retenez, ne présentent nulle part, pas même dans les villes où ils habitent encore, comme à Prague, un quartier séparé, une physionomie aussi tranchée que dans ce pays, en Moldavie. Ici, le moins clairvoyant ne peut se méprendre sur l'origine d'un membre de la tribu d'Israël, quel que soit son sexe ou son âge. La persistance dans les moindres habitudes depuis le Moyen-Âge est telle chez eux qu'un nombre imperceptible a seul renoncé au costume traditionnel. L'immense majorité entassée dans les boutiques et dans les longues rues attire d'abord le regard par les lévites ou longues redingotes noires boutonnées, vertes ou roussies par la pluie, le soleil et l'usure, souvent en lambeaux. On les reconnaît à leurs petits chapeaux ronds,
à leurs bottes recouvrant les pantalons des prodigues, à leurs barbes longues et à leurs tire-bouchons cachant les oreilles. Si tout ne révélait les Juifs de Moldavie, je dois ajouter qu'on reconnaîtrait encore la plupart d'entre eux à la saleté des guenilles qu'ils découvrent et qu'on devinerait leur réduit aux immondices qui les entourent et à l'odeur fétide qui s'en exalte. Ce n'est donc pas leur religion qui les distingue seuls des autres hommes. C'est même, comme on le verra, la moindre chose aux yeux des Roumains. Et j'affirme, comme ça on comprend mieux aussi l'histoire de la Roumanie. C'est même, on le verra, la moindre chose aux yeux des Roumains. Et j'affirme que le motif religieux n'a aucune part dans les mesures prises par le gouvernement, ni dans l'hostilité que la population leur témoigne. La tiédeur des Grecs orthodoxes pour leur culte et l'indifférence des prêtres salariés par l'État rendent impossible le moindre soupçon de persécution religieuse. Ce n'est pas en tant que juifs, suivant les pratiques mosaïstes, qu'ils ont été inquiétés, mais bien comme formant un peuple en contact journalier avec un autre peuple. Vous voyez le communautarisme là, la nation dans la nation, sans jamais se confondre avec lui, ni même s'en rapprocher, ayant d'autres mœurs, une autre langue, d'autres habits, accaparant tout le petit commerce par son industrie, tout l'argent par son habillement et son économie, un peuple étranger dans le pays dont ils absorbent la substance, formant un État dans l'État, comme les protestants en France avant les édits de Richelieu. Quant à la religion, il faut savoir que ceux-mêmes qui se sont faits les défenseurs de la cause persécutée, qui ont écrit à Paris ces fameuses lettres auxquelles un avocat habile a donné un si grand retentissement, il parle d'Émile Picot, ne sont pas les délégués des 400 000 Israélites de Moldavie. Ce sont des dissidents. Vous entendez? C'est l'Église réformée qu'ils représentent. Cette Église comprend à Jassy 50 familles seulement, toutes composées de gens aisés, banquiers, riches négociants, gens à habits, sans tire-bouchon, mais aussi sans rabbin, ayant meublé une jolie petite synagogue élégante et tapissée, peinte à neuf comme leur table de la loi, avec des chanteurs habiles, bien payés, et des jeunes filles couronnées de fleurs, qu'on se figure les cœurs d'Athalie. Le prince Charles a été satisfait de ce spectacle, mais étonné du petit nombre de fidèles et frappé de l'absence significative du vrai peuple d'Israël, c'est-à-dire des 40 000 juifs de Jassy. D'ailleurs, cette petite église est composée exclusivement d'étrangers qui viennent faire fortune ici pour aller en jouir, c'est-à-dire l'augmenter ailleurs. Leur plainte aussi bien que leur adhésion ne saurait donc avoir la valeur ni la portée qu'on leur a attribuée en Occident. Il importe donc de dire ce que c'est que le juif roumain et le juif étranger. Sur les 400 000 Israélites de Roumanie, il n'y en a pas la moitié qui soit nés dans le pays, donc 200 000. C'est donc par suite d'une fausse information que M. Crémieux a pu dire « La Roumanie, quand elle s'est formée, les a trouvés établis longtemps avant sa création. » Ça vous rappelle quelque chose? Palestine. Nous étions ici en 1867. Nous étions ici en 1867. Le même discours, hein? Le même discours. La Roumanie, quand elle s'est formée, les a trouvés établis longtemps avant sa création. Ceux qui connaissent la question et l'ont apprise ici ne liront pas sans quelque surprise le passage où il est dit que les Juifs de Moldavie sont fixés dans ce pays depuis la prise de Jérusalem par Titus. Voici la vérité sur ce point capital. La majorité des familles juives habitant la Roumanie est, de naissance comme de volonté, de mœurs, d'esprit et de langue étrangère au pays. Elle y est venue par émigration de l'Autriche et de la Russie. Cette émigration a commencé il y a bien des années, mais elle est devenue surtout très active au temps du gouvernement de Michel Sturza. Retenez, ce n'est pas qu'on les attira dans le pays, mais le mouvement de ce qu'on peut appeler une invasion étrangère a été déterminé par les mesures prises dans les deux États limitrophes. Le nombre des Juifs allant toujours croissant
dans les contrées voisines en raison de la vertu prolifique de cette race, où les mariages se font de bonne heure et où la tradition des 12 fils de Jacob s'est pieusement conservée. Un peu comme on nous montre aujourd'hui, de la part de ces mêmes personnes, nous montre du doigt en tant que musulmans. Il faut que ça vous fasse réfléchir, les amis. D'accord? Et ça ne veut pas dire que nous serions antisémites, puisque nous avons toujours eu des amis juifs et des amis avec la tête sur les épaules. Hein, pas les tarés et les fêlés qu'on doit scoltiner, qu'on voit de partout et qui défendent l'indéfendable. Alors, ce n'est pas qu'on les attira, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas qu'on les attira dans le pays, mais le mouvement de ce qu'on peut appeler une invasion étrangère a été déterminé par les mesures prises dans les 2 États limitrophes. 12 fils de Jacob, c'est ce que je vous ai dit. Des 12 fils de Jacob, c'est pieusement conservé. Les gouvernements russes et autrichiens crurent devoir se débarrasser d'un trop-plein nuisible au bien-être des sujets des 2 empires. La Russie s'avisa de purger les villes des vagabonds qui les encombraient et des foyers de pestilence qui résultaient d'une agglomération malsaine, en obligeant les Juifs à coloniser les terres voisines de la mer Noire et à se livrer à la culture. Or, le Juif, essentiellement propre au négoce, comme il était jadis à la vie pastorale, répugne beaucoup à quitter les shops obscurs et la petite industrie, l'usure à la petite semaine et les 1000 commerces ténébreux pour la vie rude au grand air, sur un sol qui réclame des bras énergiques et ne donne qu'à celui qui l'aime. Le Juif n'a pas de patrie. C'est pas moi qui l'écris. Hein. Le Juif n'a pas de patrie. Ce grand mot romain et moderne est encore vide de sens pour la plupart des Juifs de l'Orient. Au temps des patriarches, il aimait déjà la vie nomade. Il n'y avait point d'exil pour lui, et son pays n'était marqué dans le monde que par les ossements de ses pères. Aujourd'hui, il n'appartient à aucune nation, n'a aucun drapeau, et ne se laisse pas gagner même par ceux qui le font riche. Il continue ses pérégrinations, un coffre sous le bras, et colportant ses services intéressés et son ingrate prospérité. Les mesures prises en Russie produisirent l'effet attendu par le gouvernement de ce pays. Il y en eut bien peu qui consentirent à promener la charrue dans les steppes du Don et du Dnieper. Les autres émigrèrent. Cet exil fut agrafé encore par une autre mesure, toute fiscale. On imposa en Russie la robe longue à 50 roubles et chaque tire-bouchon à 25 roubles. Il voulait faire donc, vous savez, comment on appellerait ça aujourd'hui? De l'intégration, c'est ça, en Russie, ils voulaient faire de l'intégration. Et on mettait donc des amendes, comme on dit là, les personnes avec la quoi? Le niqab. Moi aussi, je suis pour qu'on donne le niqab, mais pas pour le reste. Le niqab, et ben là, ils ont fait la même chose. La Russie a voulu faire de l'intégration. Et puis, ces juifs-là n'ont pas voulu s'intégrer. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont encore immigré. On imposa en Russie la robe longue à 50 roubles et chaque tire-bouchon à 25 roubles. Il fallut donc pour l'Israélite pauvre et sans domicile opter entre la culture du sol, le renoncement à sa coiffure et aux vêtements héréditaires, la dure et humiliante taxe du tire-bouchon ou la fuite. Mais il y avait en Moldavie des règlements pour la défense des frontières contre le flot envahissant des vagabonds étrangers. Seulement la sévérité de ces règlements se relâchait à la vue de la pièce blanche. C'est-à-dire, quand ils venaient en Roumanie, ils les ont laissés rentrer, ils ont été ouverts avec eux, et ils leur donnaient un petit quelque chose, ils les laissaient rentrer. Et des gouvernements antérieurs se faisaient les complices de la dérogation complaisante, livraient le sol national à ces mendiants corrupteurs qui achetaient ainsi une patrie. Pas moi qui l'écris, hein. Voilà. Qui achetaient ainsi une patrie. Donc, revenons donc à l'histoire qui nous concerne le plus. C'est parce que là, je parlais de la France, de l'Algérie, de la conquête, 1830 et tout ça. On allait. En 1795-1795, les Juifs d'Alsace se perdirent dans les spéculations foncières exercées sur les terres des agriculteurs français de la région qui se retrouvèrent sans un sou. Ils leur prêtaient donc de l'argent pour réclamer 25% d'intérêt sourcé. C'est pas moi qui le dis. Vous savez, c'est qui le dit? Dans quel livre vous allez trouver ce que je suis en train de dire? Napoléon, mon
Aïeul, cet inconnu de Charles Napoléon, page 250-251. Beaucoup de Français d'Alsace, complètement ruinés, se retrouvèrent dès la moitié du XIXe siècle chassés vers l'Algérie, qui offrait alors un ciel plus clément. Nous comprendrons dès lors d'où vient le terme de pied noir, faisant référence aux vignobles que les Alsaciens cultivaient en France. Napoléon Bonaparte nationalisait ensuite les terres afin d'éviter la banqueroute du pays et l'accaparement de tous les biens fonciers par les Juifs de l'époque, un peu comme ceux en Palestine. Entre parenthèses, il refusait catégoriquement d'avoir une nation à l'intérieur même de la nation. Même si je trouve que Napoléon Bonaparte avait des mœurs plus que contestables sur le plan politique, on ne peut pas lui enlever son travail en faveur de l'union du peuple. Il était d'une redoutable impartialité dans la gouvernance des différentes composantes de la société. C'est aux spéculateurs qui se sont construits eux-mêmes leur mauvaise réputation de s'en défaire en montrant leur bonne foi. Ce n'est pas à ceux qui dénoncent des vérités historiques irréfutables de s'excuser. D'ailleurs, pour me seconder dans mes propos, je laisse à un homme honorable, l'un des plus grands spécialistes que nous avons sur cette période selon moi, Monsieur Éric Zemmour, le soin de bien l'expliquer. Pour revenir à notre histoire à Zaïre, quand après les hostilités enclenchées, les colons français gueux visiteurs s'y installèrent, ils ne comprirent pas les trésors secrets que cette civilisation renfermait et avait à offrir au monde. Décidés à faire régner l'apartheid en Algérie, ils détruisirent dès lors tous les édifices et vestiges de culture et de savoir. En moins de 70 ans, 70 ans, ils rendirent les autochtones complètement analphabètes. De cette façon, on peut dire que c'est sur ce seul terrain, et peut-être la seule fois, qu'il y eut de l'égalité en France. Il faudrait ajouter, pour être très minutieuse une fois de plus, que les premiers colons étaient surtout les anciens soldats impitoyables qui avaient ravagé l'Espagne avant de poursuivre leurs méfaits en venant fouler la terre bénie de nos aïeux. Sans compter le célèbre Thomas Bugeaud, qui était un grand délinquant ayant tué en plein Paris incendié des habitants dans un immeuble. Il posait beaucoup de problèmes dans la métropole et fut expulsé en Algérie pour mener tous ses déboires criminels à sa guise afin de servir la cause coloniale et lui refaire une nouvelle virginité. Ils étaient quasi tous des coupeurs de tête et d'oreilles dont vous pouvez toujours visiter les crânes et oreilles coupés dans l'arrière-cour de certains musées français. À se demander qui ont été les véritables sauvages. Des villes et villages entièrement décimés lors de la conquête. Oui, cela a bel et bien été un grand crime contre l'humanité commis par la France de l'époque, la France coloniale. La cruauté coloniale française tourna en plein régime de nouveau en 1871-1871, lors de la terrible répression sur les Algériens qui avaient pris part à la grande insurrection allant des Aurès à la Kabylie. Celle-ci, forte de 200 000 combattants, s'était étendue d'Alger à la frontière tunisienne et à celle du Sahara, et marqua le plus grand soubresaut de résistance jamais enregistré par les Algériens avant la guerre d'indépendance 1954-1962. Les armes modernes et le ralliement des Goums, des Spahis et des milices européennes à la cause coloniale française eurent raison du nombre impressionnant de ces coins kabyles et valeureux chiaouis déterminés à chasser l'ennemi hors de son territoire. La défaite de Sedan contre la Prusse en septembre 1870 et la répression des communards à Paris le printemps suivant avaient rendu l'état-major français endurci. Avec les rebelles algériens, le châtiment fut donc impitoyable. Désirant être sûr de ne pas voir une autre insurrection de ces colonies se répéter, la France n'eut d'autre choix que de marquer les rebelles au fer rouge pour leur signifier ce qui lui en coûtait de lui résister. Près de 700 000 hectares de terrain furent ainsi frappés de séquestres, enlevés à leurs propriétaires autochtones pour les distribuer aux colons, notamment les immigrés d'Alsace-Lorraine, ce qui, avec les contributions de guerre d'un montant exorbitant de plus de 35 millions de francs,